Un mot à 7h36 qui faisait rêver il y a une année encore, Brésil. Et tout ce que l'on y associait volontiers, samba, plage, pain de sucre, croissance économique et Jeux Olympiques bien sûr. Des Jeux rêvés, porteurs de promesses. Ces promesses ont-elles été tenues? Les JO semblent très loin pour ce pays qui traverse désormais une crise économique et surtout politique très grave. Quelles sont les perspectives pour la 7e puissance mondiale à une année des élections? Jean-Jacques Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du Brésil, auteur notamment de Rio de Janeiro et les Jeux Olympiques, une cité réinventée paru l'an dernier chez l'Harmattan. Quel est votre constat, à vous, sur l'héritage des Jeux Olympiques, puisqu'on va commencer par là? Toutes les promesses n'ont pas été réalisées, vous tirez ce même constat? Alors oui, toutes les promesses n'ont pas été réalisées, mais il faut bien se dire qu'on est seulement à une année de la fin des Jeux. Or, les promesses qui avaient été faites, notamment pour la reconversion des équipements sportifs en direction d'équipements sociaux, cela met du temps à être mis en place. Il faut se rappeler aussi, par exemple, que pour ce qui est des Jeux de Londres, qui ont eu lieu il y a 5 ans maintenant, tout ce qui avait été promis dans la reconversion n'a pas encore été terminé. Ceci dit, il est évident que la grave crise économique et politique que traverse le Brésil a retardé assez largement le calendrier de la reconversion de ces équipements sportifs qui ont été construits ou aménagés pour les Jeux Olympiques. Cela dit, on a des exemples d'infrastructures justement réussies. Oui, alors justement, donc, ce qui est en panne aujourd'hui, c'est effectivement la reconversion de tous les équipements du parc olympique de Barra da Tijuca, qui devrait être mis à disposition des confédérations sportives brésiliennes ou des écoles. Par contre, un certain nombre d'équipements qui ont été mis en place à l'occasion des Jeux, notamment la revitalisation du quartier du port de Rio, avec la construction du musée du lendemain, ce magnifique bâtiment de Calatrava, ou bien l'ouverture de l'Aquario, cet aquarium géant, la prolongation du métro, la mise en place d'une ligne de tram au centre-ville, les grandes lignes de bus en site propre, tout cela, ça fonctionne. Donc, on ne peut pas dire que l'héritage est absolument négatif. Ça dépend si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et pourtant, on voit ces images désolantes des bassins olympiques et des stades en déliquescence, mais c'est simplement une question de temps, selon vous ? Alors, c'est une question de temps et c'est une question de crise. Il y a les deux éléments. Il est évident qu'il faut un peu de temps, et il faut de toute façon un peu de temps pour permettre cette reconversion, mais il est vrai que la crise économique et surtout la crise budgétaire, c'est-à-dire le manque d'argent public aujourd'hui pour reconvertir ces équipements ou pour les entretenir, accentue le problème. Donc, le calendrier de la reconversion des équipements olympiques dépend fondamentalement de la résolution de la crise. Si on se rappelle du moment de la candidature, on avait un Brésil où l'argent coulait à flot. Aujourd'hui, cet argent, il manque. L'argent dépensé pour les Jeux Olympiques manque pour faire tourner le pays. C'était une erreur d'organiser les Jeux, d'investir. Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec l'argent dépensé pour les Jeux Olympiques. Le fond du problème, c'est la crise économique et la crise des matières premières, et particulièrement la chute du prix du pétrole. Il faut se rappeler qu'en 2009, lorsque le Brésil a été nommé candidat, lorsque Rio de Janeiro a été nommé candidat pour les Jeux Olympiques de 2016, le baril de pétrole était à $140. Et l'État de Rio, qui correspond à un canton ici en Suisse, non pas la ville, mais l'État de Rio, le budget de l'État de Rio dépend à 60% des royalties du pétrole. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole est à $50 au lieu de 140, donc vous voyez les conséquences sur le budget de la ville. Donc ce n'est pas les équipements, ce n'est pas les investissements faits pour les Jeux Olympiques qui ont provoqué la crise, mais ces équipements, au fond, sont impactés par une crise qui est beaucoup plus large. Alors si on reste, on va aborder la question de la crise économique au Brésil, mais on reste sur les conséquences des Jeux Olympiques. En termes d'image cette fois-ci, généralement les Jeux Olympiques suscitent une sympathie mondiale. Là, ça n'a pas vraiment été le cas, avec des informations de scandales, des constructions de stades pas forcément à temps, des manifestations, des prix des billets qui étaient inaccessibles aux Brésiliens. Est-ce que l'opération sympathie pour l'image brésilienne a été réussie selon vous ?
Alors, je crois qu'il ne faut pas mélanger. Vous êtes en train de mélanger un certain nombre d'informations qui concernent la Coupe du Monde de 2014 et les Jeux Olympiques de 2016. Toute la polémique, par exemple, sur les prix des billets d'entrée, ce n'était pas pour les Jeux Olympiques, c'était pour la Coupe du Monde de 2014. En termes d'image, au moment du déroulement des Jeux, comme d'ailleurs au moment du déroulement de la Coupe du Monde en 2014, il y a eu une très grande adhésion à l'image du Brésil et il y a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés, qui ont apprécié leur séjour au Brésil. L'image plutôt négative liée que voit le Brésil aujourd'hui, elle est liée effectivement à la crise politique et au scandale de la corruption qui ont lieu en ce moment, mais aussi elle est fondamentalement liée à la remontée de la violence à Rio de Janeiro, qui est la conséquence directe aussi de la crise budgétaire, puisque le manque d'argent fait que les forces de police notamment sont moins payées ou moins présentes dans les quartiers dangereux. Donc tous ces éléments jouent aujourd'hui. Mais pendant les Jeux, l'adhésion du public international à l'image de Rio ou à la réussite de ces Jeux, elle était tout à fait là. Est-ce que vous avez l'impression que le Brésil obtiendrait encore les Jeux Olympiques aujourd'hui dans la situation actuelle ? Alors, je crois que le problème est plus large parce que la question, c'est de s'interroger sur l'intérêt pour des villes comme Rio ou d'autres de ces grands événements. On l'a vu maintenant pour ce qui est des nouvelles candidatures qui viennent d'être attribuées à Paris et à Los Angeles. On a attribué 2 candidatures en même temps pour 2 Jeux successifs et il n'y avait pas d'autres candidats. Ça veut dire un certain nombre de choses aussi sur le fait que cette idée que les Jeux Olympiques sont un moteur important pour le développement d'une ville et que on a tout intérêt à se candidater pour la réputation d'une ville est en train effectivement d'être remise en question. Donc je pense que à la fois à cause de la crise que traverse le Brésil aujourd'hui et à la fois à cause de ce nouveau questionnement sur les Jeux Olympiques, effectivement le problème ne se poserait pas aujourd'hui. Si on fait cette photographie historique entre 2007 et 2017, que s'est-il passé, vous l'avez déjà évoqué, il y a eu cette crise économique, notamment en matière première, que s'est-il passé pour que le pays perde à tel point de son éclat ? Alors bon, d'abord, effectivement, la crise économique, ça c'est évident, dans la mesure où, en 2007, le pays surfait sur le haut prix des matières premières au niveau mondial. Et il faut se rappeler que le Brésil est et reste le premier exportateur mondial de café, parmi les 3 premiers de soya, de fer, de jus d'orange, etc., etc. Donc c'est un grand pays exportateur de matières premières qui en vivait. Aujourd'hui, effectivement, tous les prix de ces matières premières ont baissé sur le marché mondial. C'est en train de reprendre un petit peu, donc ça pourra peut-être relancer un peu l'économie du Brésil. Mais la grande erreur qui a été faite durant ces 10 années, 2002-2012, disons, c'est que le Brésil n'a pas investi dans la transformation de ses produits des matières premières. Il s'est contenté d'en récolter le fruit de la vente pour le redistribuer dans le pays. Il n'y a pas eu de diversification de l'économie, pas d'investissement, pas de réforme. Surtout, pas seulement de diversification, surtout pas d'utilisation de ces outils pour valoriser ces matières premières. Le cas typique, c'est le fer, n'est-ce pas ? Le Brésil exporte du minerai de fer essentiellement en Chine et réimporte par exemple des rails de chemin de fer de la Chine au lieu de les transformer sur place. Donc c'est effectivement cette dimension-là qui a manqué et qui a manqué pour asseoir la croissance que le Brésil a connue dans les années 2007, 2008, 2009. Conséquences économiques, conséquences sociales de cette crise économique, c'est le chômage, recrudescence des violences, une précarité des systèmes de santé et scolaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Brésil est en train de régresser socialement ? Alors, le Brésil a régressé socialement sans aucun doute depuis 2 ans et gravement. C'est hélas, pas la première fois de son histoire, et ça ne veut pas dire que le pays ne se redressera pas. On constate aujourd'hui un certain nombre de frémissements économiques qui semblent que la croissance pourrait reprendre, donc diminuer à terme effectivement le nombre absolument faramineux de 14 millions de chômeurs dans le secteur formel, ce qui veut presque dire le double si on compte tous les gens qui n'ont pas un contrat de travail formel.
mais il va falloir du temps. L'autre élément qui, paradoxalement, est intéressant, c'est tout ce débat sur la mise à plat de la corruption politique. C'est effectivement aujourd'hui un grand nettoyage qui est en train de se produire, même si on passe de scandale en scandale, enfin de découverte de scandale en scandale. Mais là, effectivement, la justice brésilienne est en train de mettre le doigt sur un mal endémique de la politique brésilienne qui date de bien avant l'ère Lula ou ces dernières années, et qui on peut presque remonter à l'époque coloniale pour expliquer ça. Et ce phénomène-là va sans doute changer le visage du Brésil à terme. Mais il faut du temps. Juste pour un rappel, à titre de comparaison, c'est un pays intéressant à comparer. L'Indonésie est aujourd'hui toujours, 20 ans après la fin du régime Suharto, en train de lutter contre les effets de la corruption du régime de l'époque Suharto en Indonésie, 20 ans après. Donc il faut se dire aussi que le Brésil, c'est pas demain qu'il en aura fini avec son problème de corruption. Un dernier point sur l'économie avant de parler de la politique, Jean-Jacques Fontaine. Quel est le moteur économique du Brésil? On a l'impression que c'est toujours le même et que c'est aussi une part du problème. Oui, c'est tout à fait ça. Le moteur économique du Brésil, c'est que c'est un grand pays d'exportation agricole et en même temps, c'est un grand marché intérieur de 200 millions d'habitants. Alors, si ces deux éléments sont en phase, c'est-à-dire si le prix des matières premières est élevé et que les retombées de la croissance qui en résulte permet à la population de consommer, c'est-à-dire d'activer le marché intérieur, les choses fonctionnent. Mais lorsque le prix des matières premières baisse, donc que le Brésil a moins de rentrées et peut moins redistribuer d'argent, le marché intérieur aussi se stagne et la crise, les deux pendants de la crise font que effectivement on tombe en récession. Effectivement, une récession dont on voit la sortie, en tout cas selon les chiffres du FMI. Le Brésil qui confirmerait sa sortie de récession, mais pas sa sortie de crise politique. Non, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Brésil a une capacité de résilience ou de rebondir qui est extrêmement forte, qu'il a toujours été. Donc sur le futur, moi je suis très optimiste en disant que de toute façon ce pays ne va pas disparaître de la carte du monde. Il a régressé, il régressera sûrement encore à d'autres moments, mais il est capable de se redresser et il le fera. Ce sont les soubresauts économiques. Et politiquement, vous êtes aussi optimiste parce qu'on a l'impression que la crise politique est sans fin, qu'elle s'étend à toutes les strates politiques. On a encore le président actuel qui est inquiété, accusé. Est-ce qu'il y a une sortie de crise possible? Est-ce que c'est bénéfique peut-être aussi d'avoir une sorte de purge de ce monde politique corrompu? Alors, à long terme, c'est bénéfique, sans aucun doute, et le Brésil ressortira de cette crise politiquement plus fort et plus propre, disons, qu'il ne l'est aujourd'hui. À court terme, la situation est difficile parce que effectivement, le président Temer actuel se trouve empêtré dans des affaires de participation ou en tout cas de collusion avec de la corruption politique. Tous les ingrédients sont là pour en fait qu'ils doivent quitter le pouvoir. Mais il est un peu dans la même situation que Trump aux États-Unis, c'est-à-dire que tous les ingrédients sont là, mais en même temps, il n'y a pas d'alternative. Donc finalement, au niveau politique et parlementaire, on maintient la situation qui est peut-être un moindre mal. Parce que s'il devait partir, il serait remplacé par le président de l'Assemblée nationale, Rodrigo Maia, qui lui aussi est actuellement sous enquête. Donc finalement, il n'y a pas de figure qui serait susceptible de le remplacer. Et on attend les élections évidemment de 2018. Alors le grand problème, il est là. Parce qu'aujourd'hui, quel est le candidat qui, d'après les sondages, serait le plus susceptible d'être élu en 2018? C'est un certain Lula. Ouais. Et c'est Lula. Et Lula, on le sait, a été donc condamné en première instance pour corruption il y a quelques semaines. Il a fait recours. Donc toute la question, c'est de savoir si le tribunal de deuxième instance va confirmer cette condamnation avant le début de la campagne officielle des élections présidentielles en juillet 2018, auquel cas Lula ne pourrait pas se présenter. Par contre, si le tribunal de seconde instance ne siège pas avant, à ce moment-là, il y aurait amnistie pour Lula durant la campagne électorale, puis ensuite durant tout le mandat s'il est élu. Politiquement, au Brésil, on semble faire du neuf avec du vieux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de relève politique ou d'autres forces qui émergent au Brésil, Jean-Jacques Fontaine?
Parce qu'effectivement, la classe politique, depuis en tout cas la fin de la dictature, il y a maintenant 25 ans, tourne un peu sur elle-même. Et donc on a un peu épuisé toutes les figures emblématiques ou les figures de sauveteurs auxquelles on a toujours cru dans la politique brésilienne. Et au fond, aujourd'hui, on se dirige quand même progressivement et timidement vers une solution qui serait une solution beaucoup plus collective. C'est notamment l'ancien président Fernando Henrique Cardoso qui le réclame. 86 ans. Oui, 86 ans, qui lui, évidemment, ne va pas revenir au pouvoir, mais qui suggère effectivement une sorte de pacte d'entente nationale sur un certain nombre de grands problèmes que traverse le pays aujourd'hui entre toutes les forces politiques pour arriver à une forme, disons, de gouvernement collectif ou de gouvernement de coalition qui permettrait de sortir de la crise et peut-être à terme de voir émerger des personnalités susceptibles d'incarner un peu les désirs du Brésil. Mais je veux dire, un phénomène comme Macron en France, on en est loin au Brésil. Et quelles sont les chances de ce plan de voir le jour ? Très très faible aujourd'hui, dans la mesure où effectivement, il dépend beaucoup aussi, je pense, de la mobilisation citoyenne. Or, cette mobilisation citoyenne, s'il a été très forte à différents moments, notamment avant la Coupe du Monde en 2013, puis ensuite au moment de l'éviction de Dilma Rousseff, elle est aujourd'hui largement retombée, un peu par découragement de voir que les résultats sur le plan politique étaient assez négatifs ou assez faibles, et beaucoup aussi parce que les gens sont occupés aujourd'hui à trouver le moyen de survivre en fonction de la crise plutôt qu'à s'intéresser aux grandes questions politiques du pays. Alors justement, vous avez vécu au Brésil, vous faites beaucoup d'allers-retours dans le pays. Les Brésiliens que vous côtoyez, comment traversent-ils cette crise politique profonde ? Est-ce qu'ils sont simplement dégoûtés du monde politique ? Ils n'y croient plus ? Alors, dégoûté, découragé, oui. Je veux dire, les politiciens ont mauvaise presse au Brésil, mais ça, on peut presque dire que c'est dans tous les pays aujourd'hui. Il y a une crise du politique qui est beaucoup plus globale, philosophiquement, disons, beaucoup plus globale que seulement au Brésil. Ceci dit, le Brésil est un pays qui touche beaucoup au présent ou vers le futur. Donc la préoccupation des gens aujourd'hui, c'est le quotidien d'aujourd'hui, c'est faire face aux difficultés économiques, faire face à la violence et faire face au quotidien de tous les jours. Ce qui n'aide pas non plus effectivement à modeler une sortie de crise. Une sortie de crise, c'est quoi ? C'est Lula président en 2018 ? Certainement pas. Lula a été un personnage extrêmement important dans toute la période d'ailleurs qui a précédé son accession à la présidence comme représentant d'une voix au sein de la démocratie qui était la voix des plus pauvres. Il a été important dans sa politique de redistribution aux plus pauvres et donc de relance de la croissance durant sa présidence, mais c'est aujourd'hui une figure de l'histoire. Dans le contexte actuel, Lula n'est pas effectivement le sauveur entre guillemets qu'on pouvait attendre en 2002 lorsqu'il a été élu. Alors, il y a eu un certain clientélisme social, si on veut voir le verre à moitié vide, et puis il y a eu surtout une absence de réforme pendant qu'il était au pouvoir, pendant ces périodes de vache crasse. Ça, on peut lui imputer. On peut surtout lui imputer au Parti des travailleurs le fait d'avoir installé au pouvoir une espèce de nomenclatura de cadres du parti, assez peu expérimentés d'ailleurs dans la gestion gouvernementale, puisque c'est des gens qui venaient d'une longue vie d'opposition de gauche, une nomenclatura qui effectivement s'est emparée des rouages du pouvoir et a cherché à s'y maintenir par tous les moyens, y compris l'institutionnalisation à grande échelle de la corruption politique qui existait déjà avant mais qui a pris une ampleur sans précédent, notamment à partir du second mandat du gouvernement Lula. Alors Jean-Jacques Fontaine, on va lire la presse avec Laurence Bollom et Sandra Zimmerli qui nous ont rejoints dans ce studio. Malgré ses erreurs, c'est une citation, la Suisse reste souvent plus intelligente que les autres. Un commentaire à lire dans la presse alémanique, Sandra. En toute modestie, prévient l'éditorialiste de la Weltwoche, Roger Koppel, la Suisse incarne aujourd'hui un grand espoir des temps modernes, autrement dit,
que tout se passe bien lorsqu'on laisse faire les gens dans le cadre démocratique qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Et d'ailleurs, simplement le fait que quelque chose comme la Suisse existe encore aujourd'hui, c'est une raison pour regarder vers l'avenir avec confiance. Jean-Jacques Fontaine, du Brésil, vous qui avez un regard peut-être un peu extérieur, vous partagez cette vision, cette confiance en la démocratie suisse? Alors, c'est pas la première fois qu'on entend dire que la Suisse, il y en a point comme nous. Ceci dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Suisse va plutôt bien, mais cette suffisance helvétique, et notamment alémanique, et j'ai pas mal de temps vécu à Zurich, nous a valu un certain nombre de déboires dans l'histoire, si on se rappelle notamment la crise de Swissair, ou la fin de Swissair, ou d'autres situations de ce genre-là. Donc, je pense que même si la Suisse va bien aujourd'hui dans un monde qui s'interroge sur son avenir politique, il ne faut pas non plus en tirer des conclusions qui vont trop loin. Laurence Bolomé, la légalité du cannabis prouvée en un clin d'œil. Grâce à un test qui est mis en place par un doctorant de l'école des sciences criminelles de Lausanne, un test qui peut évaluer la teneur en THC, qui notamment détermine la légalité ou non de l'herbe. Le produit inséré dans une machine grande comme une tablette numérique est analysé en 10 secondes. Tout cela mérite encore des améliorations, mais le bilan est bon selon le chercheur. Un autre avantage, le cannabis ressort de la machine intact, alors que les tests en laboratoire traditionnels doivent brûler un échantillon du produit pour le tester. Jean-Jacques Fontaine, en Suisse, le débat est toujours vif autour de la légalisation des drogues, notamment du cannabis. Comment ça se passe de ce point de vue-là au Brésil ? Alors au Brésil, effectivement, on est toujours dans une situation de négation ou d'interdiction, contrairement aux voisins brésiliens, l'Uruguay, qui depuis 4 ans maintenant a légalisé le cannabis, sans que cela ne provoque ni une ruée des consommateurs sur l'Uruguay, ni une crise à l'intérieur du pays. Ça se passe même plutôt bien. Et aujourd'hui, le débat en Amérique du Sud est notamment porté par ce groupe de travail de l'ONU des anciens présidents pour la décriminalisation de la drogue, dont fait partie notamment l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreyfus, mais aussi l'ancien président brésilien Fernando Henrique Cardoso. Et il y a effectivement un débat qui est porté à l'ONU et qui est important pour l'Amérique du Sud, disant que finalement la dépénalisation de la drogue, cannabis et cocaïne compris, serait peut-être un meilleur moyen de lutter contre la violence et le pouvoir des gangs que la répression à tout crin actuelle qui a lieu et dont les résultats sont, tout le monde le reconnaît jusqu'à présent, absolument négatifs. À votre avis, l'Uruguay va faire tache d'encre en Amérique du Sud ? On peut l'espérer, mais l'Uruguay, pour le moment, reste un cas un peu à part. C'est un petit pays prospère. On a souvent dit que c'était la Suisse de l'Amérique latine. Il n'est pas certain que les grands pays autour, notamment l'Argentine, le Brésil et plus au nord le Mexique, adoptent cette politique dans un proche avenir. Affaire à suivre, comme on dit. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal du matin, Jean-Jacques Fontaine. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste du Brésil et auteur notamment de Rio de Janeiro et les Jeux Olympiques, une cité réinventée. Vous avez partagé votre enthousiasme sur le Brésil et votre espoir que le pays se redresse bientôt. Une bonne journée à vous. Merci, à vous aussi.